Bonjour tout le monde, ici Jean-Charles Chapeau. Je suis bienvenue à cette entrevue spéciale avec Dr Mario Beauregard. Mario qui est, comme vous le savez, la majorité d'entre vous, un neuroscientifique québécois de renommée internationale. Et c'est une entrevue spéciale pour deux raisons. La première, c'est que Mario présente pour la toute première fois son documentaire que tu as produit avec le réalisateur Michel Pascal. Un documentaire dont l'objectif est de faciliter la transition entre le paradigme matérialiste et le paradigme post-matérialiste. On va reparler un petit peu de ça tantôt. Et la deuxième raison pour laquelle c'est une entrevue spéciale, c'est que Mario va parler pour la toute première fois de certaines expériences spirituelles significatives qu'il a eues et qui ont influencé son parcours autant en tant que chercheur que dans sa vie personnelle. Donc, merci beaucoup, Mario, d'être là aujourd'hui et aussi d'être là pour faire ce travail que tu fais là. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui réalise que Mario, c'est pas seulement un chercheur, mais tu es aussi très actif au niveau de faire avancer la science. Hein? Oui. Et que tu es même à la tête du manifeste pour une science post-matérialiste. Donc, peut-être tu pourrais nous partager un peu, bon, c'est quoi le paradigme matérialiste, post-matérialiste, et c'est quoi ce manifeste-là? OK. Donc, brièvement, quand on parle d'un paradigme, c'est comme une grande théorie dominante, si on veut, une façon de voir les choses. Donc, le paradigme matérialiste, l'origine de ça, c'est chez des philosophes avant Socrate, on dit des pré-socratiques. OK. Il y en avait quelques-uns qui avaient déjà proposé que le monde, au fond, l'univers, était composé de, comme ils appelaient ça des corpuscules, des petites billes de billard, si on veut. OK. Et ça veut dire, les implications de ça, que, par exemple, l'être humain est une machine biologique. Que ce qui se passe dans notre champ de conscience, nos idées, nos intentions, nos croyances, nos émotions, tout ça, c'est uniquement l'activité de processus matériels, électriques, chimiques, dans le cerveau, par exemple. Et que, par conséquent, lorsque vient le moment de la mort physique, ben, il n'y a aucune survie possible de la conscience ou de la personnalité de l'individu. Donc ça, c'était les implications. C'est devenu dominant au 20e siècle dans le milieu scientifique, dans le milieu académique, à un point que c'était risqué pour la carrière d'aller contre cette façon de voir. OK. Et c'était tabou d'aller étudier des trucs trop subjectifs comme, par exemple, des termes comme conscience, spiritualité. On ne voyait pas l'intérêt de ça puisque tout était matériel de toute façon. Par exemple, pour la conscience, il faut attendre la fin des années 1995 à peu près, quand même. pour qu'il y ait le premier centre de recherche sur la conscience qui apparaisse à l'Université de l'Arizona, à laquelle je suis affilié maintenant. Okay. Mais au fur et à mesure que ce centre-là a pris de l'importance, il y a d'autres chercheurs qui étaient dans d'autres disciplines qui sont venus pour proposer des alternatives. Par exemple, des physiciens en physique quantique, des experts de physique quantique, parce qu'on avait observé il y a 100 ans que le physicien, lorsqu'il fait son observation, le résultat de l'observation dépendait de leur intention, de ce qu'ils voulaient mesurer, puis comment ils essayaient de le mesurer. Et est-ce que l'observateur, il y a des caractéristiques particulières qui font qu'il va avoir plus d'effet sur ce qu'il observe? Ça, c'est une question super intéressante que les physiciens eux-mêmes n'ont pas voulu aborder parce qu'ils étaient très mal à l'aise avec les implications philosophiques de ce qu'ils avaient découvert. Donc, c'est devenu un tabou un peu en physique. Alors, il a fallu quelqu'un qui était en dehors du domaine de la physique, comme le chercheur en parapsychologie Dean Radin, à l'Institut des sciences noétiques en Californie. Il a utilisé le même dispositif de double fente, mais là, ce qu'il a fait, c'est que au lieu d'avoir des physiciens qui faisaient des actes de mesure, il a fait venir il a comparé deux groupes, des méditants expérimentés versus des gens qui n'avaient pas d'expérience en méditation. Puis il a découvert qu'effectivement, les méditants expérimentés avaient créé un effet significatif. Il y avait un impact sur le résultat de l'observation, beaucoup plus grand que le groupe de sujets contrôle qui, eux, n'avaient pas d'expérience en méditation. Parce qu'ils avaient une meilleure capacité de focalisation? C'est l'hypothèse que Radin et ses collègues ont fait. Puis c'est un peu comme, moi j'utilise l'analogie suivante, c'est un petit peu comme lorsqu'on compare la lumière. Par exemple, on utilise de la lumière pour faire le tournage aujourd'hui, mais c'est une lumière qui est diffuse dans l'espace. Donc, elle n'a pas un grand impact au niveau du monde physique. Mais lorsqu'elle devient focalisée, par exemple, puis on dit qu'elle est cohérente,
ça donne un laser. C'est le laser. Puis avec le laser, maintenant, on fait des opérations en chirurgie. On est capable de faire des interventions au niveau des métaux, etc., etc. Alors, il semble que ce soit un peu la même chose au niveau de la conscience humaine puis de l'intention. La capacité d'être capable de focaliser son attention, ça semble être une clé. Pour influencer le monde physique, mais aussi probablement le monde de notre physiologie, notre corps, notre biologie, la même chose. Ouais, donc tu dirais qu'on a prouvé aujourd'hui scientifiquement que la conscience, l'intention a vraiment un impact concret, mesurable sur l'extérieur qu'à l'intérieur de notre corps. Tout à fait, on s'en va vers ça. Et pour en revenir au centre de recherche sur la conscience et tout ça, ben là, au début des années 2000, il y avait de plus en plus d'études qui sortaient. Il y en a eu aussi dans le domaine des expériences de mort cliniques, là, que les gens appellent imminentes, mais puis Jean-Jacques Charbonnier, mon collègue et ami, appelle expérience de mort provisoire, parce que dans certains cas, il y a un arrêt cardiaque, puis il y a vraiment une mort clinique. Ouais, c'est un terme qui est plus approprié, je pense. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une autre source d'évidence qui montre que, au fond, on a toujours pensé en neurosciences que c'était le cerveau qui produisait l'esprit comme le foie sécrète la bile. Mais il y a des cas vraiment d'expérience de mort provisoire dus à un arrêt cardiaque où on ne peut plus détecter du tout d'activité dans le cerveau. Moi, personnellement, pour partager, ce qui m'impressionne le plus, c'est que quand la personne elle est cliniquement morte et qu'elle rapporte des informations qui se passent non seulement dans la pièce où elle se trouve, mais dans d'autres endroits, parfois même des kilomètres de là, des choses qui ont été vérifiées. Exactement. Là, on parle de perception véridique à ce moment-là. Ouais. En état de hors-corps. Ben oui, parce que c'est dur d'expliquer ça avec le paradigme matérialiste actuel. Oui, ben oui. Le paradigme matérialiste est obligé de nier l'existence de ces phénomènes-là puisqu'il ne peut pas les expliquer. Un peu comme l'effet de l'observateur en physique quantique. Ouais. Un peu comme aussi les phénomènes psy qui sont étudiés par les gens en parapsychologie, comme Dean Radin, par exemple, qui montrent qu'on peut aller émettre de l'intention ou des informations à distance qui peuvent être captées. On peut aussi capter des informations à distance à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. L'esprit n'est pas limité uniquement au présent. Il peut se promener dans le passé, dans le futur. Ça, c'est le concept on appelle l'esprit non local, finalement. Autre chose qu'on a découvert, c'est que finalement, tout est interconnecté dans l'univers parce que si l'être humain, l'esprit humain est capable d'influencer le monde physique, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation radicale entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Contrairement à ce que Descartes clamait il y a déjà 4 siècles. Oui. Donc, tout ça était interconnecté. Et alors, toutes ces études-là, finalement, mènent à une nouvelle vision, un nouveau paradigme. C'est ça le paradigme post-matérialiste. C'est la reconnaissance de toutes ces données-là. C'est un moment historique aussi. Pour ça, pour le dénoter par rapport au paradigme matérialiste. Donc, la première réunion scientifique a eu lieu à New York il y a 5 ans. Le terme a été utilisé pour la première fois il y a 5 ans. Puis, il y a 3 ans, j'ai co-organisé une rencontre scientifique à Tucson, mais là, spécifiquement avec le titre « Un sommet pour une science post-matérialiste ». Et on avait des chercheurs de toutes sortes de disciplines. On s'est réunis à Tucson, en Arizona, puis on a discuté de toutes les évidences, justement, pour un nouveau paradigme au niveau scientifique. Et après ça, j'ai pris la direction de ce projet-là. On s'est dit qu'on devrait écrire un manifeste pour une science post-matérialiste. Donc, j'ai fait ça. Et puis, on l'a mis sur Internet après ça. Ça a été publié dans une revue scientifique. Ensuite, on l'a mis sur un site Internet. Oui, on va mettre le site à l'écran. Puis aussi, l'INRES a publié une version française. Donc, on va mettre le lien sur l'INRES pour ceux qui veulent aller voir. Oui. Et là, donc ça a évolué. Depuis, il y a eu au-dessus de 200 scientifiques et philosophes dans le monde entier qui ont endossé, qui ont signé le manifeste. Et il y a quelques mois à peine, il y avait une nouvelle réunion à Tucson, en Arizona, où là, on s'est réunis à nouveau. Et là, on a créé la première académie pour l'avancement des sciences post-matérialistes. Il y avait des scientifiques de différentes disciplines, la physique, la cosmologie,
la psychologie, la recherche psy. Dean Radin était là, par exemple, les compagnies, les neurosciences et tout ça. Donc, le documentaire qui a été réalisé, au fond, qui s'appelle Expanding Reality, c'est des entrevues qui ont été faites avec les scientifiques qui étaient là lors de cette rencontre-là. L'idée, c'était justement de montrer ce qui est en train de se produire au niveau de ce qu'on peut appeler la nouvelle science de la conscience, au fond. Justement, puis l'évolution vers ce paradigme-là, qui post-matérialiste, qui va nous mener, selon nous, vers la prochaine grande révolution scientifique. Ouais. Et ça va être une révolution qui va avoir un impact plus grand même, je pense, que la révolution copernicienne, qui a quand même eu un impact énorme aussi à l'époque. Là. OK. Parce que ça touche l'être humain directement, pas juste le monde physique. Oui. Ben, peux-tu nous parler justement, pour ceux qui écoutent, c'est quoi les impacts que ça peut avoir, même au niveau social, au-delà même de la science, si ce paradigme-là s'installe? Bien, c'est parce que, bon, d'abord, c'est de reconnaître que, contrairement à ce qu'on a maintenu en sciences, comme en neurosciences pendant plus qu'un siècle, le dogme central des neurosciences, c'était que le cerveau produit l'esprit comme le foie sécrète la bile. Donc ça, c'était présenté comme un dogme. Mm-hmm. Mais les dogmes, à un moment donné, quand il y a des évidences nouvelles qui se présentent, ben, ils finissent par disparaître, ils s'écroulent. Donc maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui semble être le cas, c'est que le cerveau agit plus comme une interface pour ce qu'on appelle l'esprit, la conscience. Mm-hmm. On peut utiliser l'analogie du téléviseur pour ça, parce que quelqu'un qui regarde, par exemple, le bulletin de nouvelles, il y a une lectrice qui lit les nouvelles, par exemple, si tout à coup il y a un problème au niveau d'une des composantes électroniques du récepteur télé, ça va altérer possiblement la réception des images ou du son, ou les deux. Est-ce que ça signifie pour autant que la lectrice de nouvelles se trouve à l'intérieur du récepteur télé, du poste télé? Non. La station, elle, de télé continue à émettre. La lectrice de nouvelles continue son bulletin de nouvelles. Puis ça, ce que ça signifie aussi, c'est que la conscience ne disparaît pas automatiquement, nécessairement, au moment de la mort physique. Donc, le cerveau est comme une interface pour l'esprit et la conscience, puis il agit comme un filtre. Mm-hmm. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de se libérer de ce filtre-là dans certains états élargis de conscience. Si on change l'activité du cerveau, c'est un peu comme si, au lieu de regarder toujours les mêmes 3-4 chaînes de télé, comme au début de la télévision, il n'y avait pas de câble, tout à coup, on découvre qu'il existe des centaines de chaînes possibles sur d'autres fréquences. Mm-hmm. Et là, notre expérience du monde change dramatiquement, elle s'élargit. Donc, Expanding Reality, le documentaire, c'est ça. Une autre implication de ça, finalement, ou un autre aspect du paradigme post-matérialiste, c'est l'interconnexion profonde qui existe entre tous les niveaux d'organisation dans l'univers. Donc, il semble qu'on est en interaction, pas simplement avec les autres êtres humains, comme le démontrent les recherches psy, mais avec aussi le monde atomique, subatomique, comme Dean Radin l'a démontré dans certaines de ses expériences. Avec le monde de la biologie, on peut influencer non seulement à l'intérieur de notre organisme, mais on peut influencer aussi d'autres êtres vivants à distance. Ça, il y a plusieurs études qui ont été faites dans les dernières décennies qui ont démontré ça. Il y a des centaines d'études, en fait, qui ont été faites. Dirais-tu que la télépathie, elle est prouvée scientifiquement aujourd'hui? Oui, c'est un fait. Mais ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que les effets, si on prend des sujets de recherche, là, des monsieur, madame, tout le monde, sans capacité particulière, les effets statistiques qui sont obtenus sont pas très impressionnants. Il y a un effet significatif, mais modeste. Par contre, lorsqu'on va vers des populations qui sont plus spécialisées, comme par exemple pour la télépathie, les chercheurs ont découvert que lorsqu'on prend des gens qui sont habitués à travailler au niveau de l'imagerie mentale, sur le plan visuel, des artistes, par exemple, les effets deviennent beaucoup plus significatifs. Là, ils sont plus modestes, ils sont pas mal impressionnants. Okay. Donc, encore là, l'entraînement, il y a des différences individuelles qui sont liées aussi à jusqu'à quel point on a développé certaines capacités ou pas. Ouais, donc ça, c'est un autre élément du paradigme post-matérialiste qui est très important.
puis qui démontre au fond que s'il y a une interconnexion fondamentale entre tout ce qui existe, tous les niveaux d'organisation dans l'univers, puis au fond, on réalise aussi dans certains états élargis de conscience, lors de ce qu'on appelle des expériences transcendantes ou mystiques, qu'on fait partie d'un tout, au fond, d'un même champ de conscience puis d'énergie. Puis la science post-matérialiste va dans cette direction-là. Bien, à ce moment-là, on ne perçoit plus l'autre, ou très difficilement, comme étant très différent de soi, ou un ennemi, ou on a tendance à vouloir le protéger. Donc ça s'applique au règne végétal, au règne animal, etc. Donc le paradigme post-matérialiste, au fond, il est favorable au respect de la biosphère, à la compassion entre humains, au travail de développement sur soi. Donc probablement que si on s'en va vers une révolution scientifique comme celle-là, on va aller à l'ère, parce qu'on a parlé de différentes ères dans l'histoire de l'humanité. Là, on est à l'ère de l'information, mais on va s'en aller vers une ère de la conscience, où là, les gens, il va y avoir probablement des nouvelles professions, des nouveaux métiers qui vont se développer. Il va y avoir des centres de développement de la conscience. Il va y avoir toutes sortes de choses qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, le paradigme post-matérialiste, il y a une convergence avec ce que les grandes traditions spirituelles nous disent depuis des millénaires, au fond. Et tu mentionnais tantôt qu'on se dirige vers ce paradigme-là où que la spiritualité a davantage de place, oui. Ou des expériences, des états de conscience modifiés, expansés. Oui. Et toi, ben, tu as eu quand même pas mal d'expériences qu'on pourrait qualifier de spirituelles. Oui. En fait, si je fais le type de recherche que je fais aujourd'hui, puis que je pousse dans la direction du nouveau paradigme, c'est en grande partie dû à des expériences personnelles. C'est pas dû uniquement à l'observation détachée de résultats de recherche. Puis, non, c'est très personnel. Et ça a commencé quand? Tu dirais ta première expérience? La première expérience, vers l'âge de 8 ans, j'ai eu ma première expérience spirituelle, je dirais intense. C'était, pour faire court, j'en parle un peu dans le film, là, mais il y avait, sur la ferme, il y avait une forêt à l'extrémité de la ferme, du champ. Puis j'allais souvent me promener dans la forêt l'été, lors des vacances. Puis donc, une journée d'été chaude, c'est ça, j'avais 8 ans, c'était en 70. Je suis allé me promener, me balader par une belle journée d'été. Puis, donc, j'étais dans la forêt, tout ça. Et puis, à un moment donné, ben, il faisait chaud. J'étais un peu fatigué. J'ai décidé de me reposer. Pour me reposer, je me suis assis sur une grosse roche, un rocher gris. Puis, au bout de quelques minutes, je pense, je ne voyais pas la forêt de la même façon, où les herbes, où tout semblait plus vivant que d'habitude. Puis, il est devenu de plus en plus évident qu'au fond, que les arbres, même la roche sur laquelle j'étais assis, moi-même, les prés un peu plus loin, tout ça, ça faisait partie d'un continuum, d'un tout. Et ça a eu une influence énorme. Et après ça, lors de la même expérience, au bout de je ne sais pas combien de temps, j'ai vu que finalement, j'avais comme un plan de vie. Puis que mon plan de vie, c'était de devenir, à l'époque, c'était avec mes termes d'enfant, on disait un savant. Je me disais, je vais devenir un savant. Je n'avais pas le terme neurosciences, je ne connaissais pas ça. Ouais. Et puis, je voyais le cerveau d'un côté, puis je me disais, je vais isoler l'essence de l'être humain, son esprit, son âme, qui ne sont pas matériels. Je le voyais déjà, ça. Puis, je savais que ma vie, ça serait ça. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, tu vois, une quarantaine d'années après ça, j'ai écrit le manifeste pour une science post-matérialiste. Ensuite, participe à la création de l'Académie pour l'avancement des sciences post. Je suis impliqué directement dans ce mouvement-là de transition vers un nouveau paradigme au niveau scientifique. Ben ouais. Donc, ça a été une expérience marquante. Mais j'en ai eu, par la suite, plusieurs tout au long de ma vie, en fait.
Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, un petit peu à la blague, que je suis plus un mystique scientifique qu'un scientifique mystique, au fond. OK, ouais. Et, Bon, je sais que ça doit être un peu délicat de parler de ça, ces expériences-là. Oui, mais j'ai jamais parlé de ça vraiment. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire? Parce que, bon, on sait qu'en état expansé de conscience, le docteur Charbonnier en parlait. Oui. On peut connecter avec des êtres chers décédés, exactement. des guides. Toi, est-ce que tu as déjà eu des expériences de cet ordre-là, d'une certaine façon? Oui, j'ai eu toute la gamme. Tu as eu toute la gamme? J'ai tout eu, y compris une expérience de mort provisoire. Okay. J'ai été très malade jeune, mais aussi des expériences. Bon, ça a été aussi une expérience marquante. J'en parle dans mon nouveau livre qui va sortir. J'ai osé parler de ça pour la première fois. Là, ça s'appelle Un saut quantique de conscience. Là, ça va sortir en janvier chez Trédaniel. Je me suis dit que c'était le temps de parler de ça. Puis, mais aussi, c'est parce que ça peut aider les gens de savoir ça. Puis, et qu'est-ce que tu t'expliques? C'est parce que j'ai été très malade pendant une douzaine d'années, quand j'étais plus jeune. J'ai une maladie qui était mystérieuse. Je suis resté couché dans un lit pendant une année, comme un cancéreux en phase terminale ou un sidatique. Puis les médecins ne trouvaient pas, puis c'était très, très étrange. Mais on a découvert des années plus tard qu'il y avait eu des infections avec 3 types de virus différents. Plus jeune, parce que j'ai sauté quelques années, au primaire, on m'avait fait sauter des années. Puis je ne voulais pas arriver trop jeune à l'université, parce que pour l'adaptation. Donc, j'étais allé, à l'âge de 17 ans, je suis allé travailler dans un hospice pour les enfants handicapés en Israël. Okay. Mais j'ai été malade là-bas. Donc, c'est là que j'ai eu, pendant cet épisode-là, où j'ai été alité pendant une année, mon expérience de mort provisoire. Donc, rencontre avec assez classique, là, avec l'aide de lumière et tout ça. Mais ce qu'on m'avait expliqué à ce moment-là, c'est que j'avais toutes sortes de symptômes à toutes sortes de niveaux, mais ça semblait être une maladie assez mystérieuse. En fait, ce n'était pas une maladie. C'était une période, un cycle d'adaptation dans un contexte plus de transmutation de la conscience. C'était comme une expérience évolutive pour me mener où je devais aller. Okay. Mais j'ai aussi vécu, à d'autres moments, des expériences qu'on dit de conscience cosmique, où le petit moi, l'ego, qu'on appelle dans différentes traditions, disparaît complètement. Puis là, ta conscience prend une expansion énorme, puis devient la conscience qui sous-tend tout ce qui existe dans l'univers. Et tu as mentionné une connexion classique, si on veut, avec un aide de lumière. Est-ce que tu as reçu des informations? Est-ce qu'il y a des transmissions de quelque chose? Oui, bien parce que, étant donné que j'avais déjà commencé à étudier en neurosciences, mais pendant juste quelques mois, parce que c'était... je suis tombé malade lors du début de la 2e session à l'université. Ça n'a pas été long. Et là, j'avais des doutes parce qu'au début, j'avais toutes sortes de symptômes, puis je me suis dit, je dois avoir une tumeur au cerveau, quelque chose comme ça. Puis lors de l'expérience de mort provisoire, l'aide de lumière savait que j'avais plein de doutes. Donc, pour essayer de me donner d'avoir plus de conviction dans l'expérience, me donner des informations dans la vie de tous les jours sur des événements qui allaient se produire subséquemment. Et ça s'est tout produit. Okay. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a rouvert encore plus les canaux de la perception sur le plan psychique et au niveau spirituel. Tu dirais que tu en as eu combien d'expériences spirituelles significatives? Plusieurs. Plusieurs? Ah oui. OK. Des dizaines. Ah oui, OK, à ce point-là. Oui. Et est-ce que tu as déjà reçu de l'information qui t'a aidé au niveau de ta carrière? Complètement. Ouais. C'est dans des états élargis de conscience que je suis arrivé à, par exemple, voir comment me diriger pour une nouvelle conception de la conscience, parce que ça allait complètement en contradiction avec l'éducation que j'ai reçue. Moi, à l'université, ils m'ont formé dans les neurosciences traditionnelles, mais à cause de tout ce que j'avais perçu, tout ça, ce que je savais intuitivement aussi, moi, j'allais en sens opposé. Ils ont eu beaucoup de difficultés avec moi. Ils trouvaient que j'étais un peu rebelle et tout ça. Mais oui, parce que c'est dans des états élargis de conscience que j'ai pu percevoir beaucoup de choses qui m'ont mené à faire ce que je fais aujourd'hui, puis à écrire le manifeste pour une science post-matérialiste, etc.
Oui. À concevoir une nouvelle théorie au sujet de la conscience et tout ça. Oui. Oui, tout à fait. Et il y en a même parfois qui rapportent, ceux qui font du channeling ou des choses comme ça, qui rapportent même connecter avec des consciences, si on veut, autres que terrestres. As-tu déjà entendu parler? Oui, vécu, j'en ai vécu aussi. Donc, avec des êtres qui se présentent comme appartenant soit à d'autres univers, des univers parallèles, ou appartenant à notre univers physique, mais en provenance de d'autres mondes, de d'autres planètes. Et ça aussi, ça peut être vécu dans des états élargis de conscience également. Puis il y a beaucoup de gens qui rapportent des cas oui, c'est de plus en plus fréquent. En fait. Et je pense que c'est même important de parler de ces choses-là parce que aujourd'hui, c'est là. Puis auparavant, c'est un peu un tabou. Moi, tabou. Puis je trouve ça intéressant que tu oses en parler, puis ça peut ouvrir la porte à d'autres personnes. Oui. Parce qu'il doit y en avoir qui disent, bon, les chercheurs, toi, tu dois gérer un petit peu cette posture-là, quelque part. Bien, je l'ai fait pendant très longtemps, mais maintenant, je pense que le moment est venu de dire ces choses-là pour justement aider. Parce que, puis tu sais, en fait, quand on parle, moi, je parle avec des scientifiques qui sont censés être plus conventionnels et tout ça. Mais quand on est derrière une porte, là, le bureau fermé, puis ça, ils vont nous raconter des choses, puis c'est juste qu'ils n'osent pas aller sur la place publique parce qu'ils ont peur que ça leur cause du tort au niveau de la perception que les autres scientifiques peuvent avoir d'eux, que ça puisse leur nuire au niveau des subventions de recherche, etc., etc. Au fond, les irréductibles matérialistes, là, il y en a de moins en moins sur la planète. Ils sont encore influents jusqu'à un certain point, mais je veux dire, ça appartient à l'ancien monde. On s'en va vers quelque chose de complètement différent. Mais pour arriver à ça, ça peut effectivement aider que d'aller sur la place publique puis de parler. D'oser parler de ces choses-là. Parce que des scientifiques, c'est des êtres humains d'abord et avant tout. Donc, ils vivent les mêmes expériences que la plupart des autres. C'est intéressant. Donc, on comprend vraiment que tout ce background-là d'expérience spirituelle a grandement influencé au niveau scientifique ta carrière, le manifeste et le documentaire, qui est même une trilogie qui est supposément en principe le premier de 3 que tu as financé. Oui, c'est ça. J'ai sorti mon fonds de retraite finalement de l'Université de Montréal parce que j'ai été là pendant une quinzaine d'années. Puis j'ai décidé mon intuition me guidait à prendre une partie de ça pour financer ce film-là. Oui. Mais donc, c'est sûr qu'on espère que ça fonctionne puis qu'on a besoin d'aide à ce niveau-là, évidemment. Ben oui. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous, si vous voulez encourager justement ce projet-là, ce documentaire-là, encourager Mario, et aussi contribuer à faire évoluer ce paradigme post-matérialiste qui s'installe, vous pouvez soit, évidemment, aller voir le documentaire. Il va y avoir un lien qui va apparaître à l'écran et aussi dans le descriptif. Vous pourriez aussi partager simplement cette entrevue-là parce que plus que les gens savent ces choses-là, plus que ça éduque les gens et ça facilite la transition. Exactement. Et si jamais il y a certaines personnes d'entre vous qui sont plus à l'aise financièrement et qui aimeraient contribuer pour la trilogie, vous pourriez même communiquer avec Mario directement. Donc ça, c'est des possibilités. Donc, écoute, Mario, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette entrevue-là. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo, à écrire des commentaires si vous en avez, pour vraiment aider à répandre ces informations-là. Donc, merci encore, Mario. Merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine.